Et ce soir, c'est l'économie circulaire de la théorie à la pratique. Ça se déroulera en 2 temps, en 2 moments. D'abord, nous aurons Madame Pascale Lestrat, qui est directrice du programme ECO21 au SIG, un programme qui existe depuis 13 ans, mais depuis 2020, a introduit spécifiquement les questions d'économie circulaire. Alors, Pascale, c'est à toi. D'accord. Bonjour à tous. Alors, on m'a demandé d'introduire donc cette conférence débat sur la thématique de l'économie circulaire, juste pour que tout le monde soit un petit peu au même niveau de compréhension. L'économie circulaire, en fait, c'est un nouveau principe de l'organisation de l'économie qui permet la réduction de la qualité et de la quantité de matière utilisée dans le cadre des différentes étapes du cycle de vie d'un produit, qui permet aussi l'allongement de la durée de vie de l'utilisation des produits issus des ressources et des matières premières, et qui permet enfin d'éviter l'extraction de nouvelles ressources par le bouclage des boucles de matière et d'utilisation des ressources naturelles. Pourquoi l'économie circulaire? Alors, on est dans un contexte environnemental qui est assez dramatique, et ça, je ne vous apprends rien. Au niveau de la Suisse consomme, au niveau de son impact environnemental, l'équivalent de 3 fois ce que la planète peut fournir. Donc, c'est un constat qui est grave. Notre pays a un niveau de vie élevé et c'est lié à ce niveau de vie que notre consommation a un impact aussi important. Les 3/4 de notre impact environnemental proviennent de notre impact à l'étranger, dû aux importations. Donc on a bien sûr des impacts sur notre sol, mais la majorité de nos impacts environnementaux proviennent de l'étranger et de nos produits et biens et services importés. Quand on parle des émissions de gaz à effet de serre, on est sur des émissions de gaz à effet de serre qui ont diminué à Genève dans les bâtiments. Donc là, on est plutôt exemplaire sur les émissions de nos bâtiments liées aux consommations énergétiques. Malheureusement, ces émissions sont compensées par les émissions liées aux produits et aux biens et services que nous importons. Donc en fait, la courbe à Genève est plate en termes d'émissions de CO2. On n'a pas réussi à réduire nos émissions totales parce que les émissions des bâtiments qui ont diminué, plus les émissions de la mobilité, sont équivalentes aux émissions des biens et services que l'on consomme, dont la majorité sont importés. Juste à titre d'exemple, au niveau des quantités, les émissions de gaz à effet de serre par personne en Suisse et à Genève sont d'environ 14 tonnes de CO2 par personne et par an. La limite planétaire, c'est-à-dire que la limite que la planète peut compenser, et la neutralité carbone, qui est à peu près équivalente au niveau de la compensation planétaire, sont estimées à 0,6 tonnes de CO2 par personne. Ça veut dire qu'on est 23 fois supérieur à la limite planétaire. Au niveau des objectifs cantonaux, les marges des jeunes pour le climat, les mobilisations très fortes qu'il y a eu, notamment en 2019, en mars 2019, ont incité les politiques à réorienter la politique publique au niveau cantonal vers des objectifs qui sont très ambitieux et qui sont à la hauteur des enjeux climatiques. Ces objectifs, c'est une diminution de 60% de nos émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030, c'est-à-dire dans 10 ans, et la neutralité carbone à l'horizon 2050. Ça veut dire que d'un niveau d'émission de CO2 qui aujourd'hui est de 14 tonnes par personne, on doit passer à 0,6 tonnes par personne et par an. Donc vous imaginez le grand écart qu'on doit faire, sachant que jusqu'à présent, avec toutes les mesures qui ont été mises en place, on a juste réussi à neutraliser les émissions de CO2, l'augmentation des émissions de CO2 depuis 1990. On ne va pas baisser les bras. Il faut agir.
et ça c'est très très important, à tous les niveaux. Au niveau des politiques publiques, et ces nouveaux objectifs cantonaux génèrent une grande dynamique, notamment avec un plan climat cantonal renforcé, qui permet d'aligner les mesures des politiques publiques sur cet objectif de diminution de 30% des émissions de CO2 à horizon 2030 et la neutralité carbone en 2050. Donc il y a un alignement des politiques publiques, un plan climat cantonal qui est renforcé, une stratégie de la biodiversité également qui est mise en place et différentes stratégies au niveau des politiques publiques pour que la force publique puisse mettre en place les conditions cadres qui permettent d'atteindre ces objectifs. Au niveau, cette mobilisation, en fait, elle est vraiment due d'abord à l'accord mondial de Paris. Donc c'était la première fois que plus de 190 pays, quasiment la totalité de la planète, ratifiaient un accord universel sur les questions climatiques. Donc ça, c'était en 2015. Et puis surtout, ce qui a fait basculer, c'était la marche des jeunes pour le climat, la mobilisation des jeunes qui a donné une grande claque, je dirais, à tous les politiques, tous les personnes au-delà de 25-30 ans qui se sont dit, nous, on n'a pas réussi à le faire jusqu'à présent, et les jeunes ont réussi à faire quelque chose de fondamental, c'est qu'ils ont réussi à faire réorienter les politiques publiques, et derrière, alors ça se voit peut-être pas encore par des actions concrètes, parce que c'est relativement récent, mais je peux vous assurer qu'il y a énormément de choses qui bougent. Côté Eco21 et SIG, on vient de lancer donc en 2020 un nouveau programme sur la réduction des déchets et le développement de l'économie circulaire. Donc ça se met en place. C'était à partir d'une demande politique d'Anthony Hodgers, le conseiller d'État, qui souhaitait que le programme Eco21, à l'image de ce que l'on fait sur l'efficience énergétique, puisse étendre ses compétences sur les thématiques des déchets et de l'économie circulaire. Les grands enjeux en fait, de ce nouveau programme, ce sont des enjeux autour de l'alimentation et de tout le domaine agroalimentaire, avec notamment l'agriculture régénératrice. Donc on touche aussi des domaines autour du CO2, avec la question du gaspillage alimentaire, avec la question aussi du poids carbone des repas. La deuxième thématique principale est la construction. Donc tout ce qui est du domaine de la construction, des déchets de chantier qui sont énormément générateurs de déchets, et la construction qui a un impact CO2 très important également, et puis un impact sur la biodiversité. Ce qui concerne bien sûr la transition énergétique, mais ça fait 13 ans qu'on le fait et il faut qu'on accélère, il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Et tout ce qui est en lien bien sûr sur les co-bénéfices liés à la nature et la biodiversité. Le programme Eco21 s'appuie sur 4 piliers. Le pilier des partenaires, c'est un programme qui est porté par les partenaires du canton, par les partenaires professionnels, les chauffagistes, les électriciens, les recycleurs, les transporteurs, bien sûr nos partenaires étatiques et académiques, nos partenaires également associatifs, la Chambre d'économie sociale et solidaire, et les partenaires économiques, la Chambre de commerce et d'industrie, les différents partenaires économiques aussi de l'État, bien sûr. Et c'est tout ce tissu-là, et les communes, l'immobilier, enfin, ce n'est pas du tout exhaustif, c'est tout ce tissu-là qui, en fait, active le programme sur le terrain. Ce sont des relais qui permettent de porter nos objectifs vers les producteurs de déchets, les consommateurs, etc. Concernant, donc le deuxième pilier, c'est l'accès à la connaissance. C'est de mener des études pour avoir des orientations stratégiques qui permettent d'adresser les priorités, qui permettent d'identifier quels sont les secteurs pour lesquels on aura le plus de chances d'avoir des succès et de pouvoir atteindre nos objectifs, sans oublier les secteurs qui sont un petit peu plus lents, qui sont un peu plus compliqués. C'est ce qu'on a fait sur l'efficience énergétique. On n'est pas allé chercher les économies prioritaires, on est allé chercher toutes les économies, mais en les organisant, en les mettant en cohérence.
Le troisième pilier, qui est un pilier très connu d'Eco21, c'est tout ce qui est facilitation, accompagnement. À titre d'exemple, on visite annuellement 10 000 ménages, soit en logement collectif, soit en villa, logements sociaux, logements standards, etc., pour les accompagner sur l'installation de matériel efficient, sur les éco-gestes. Et donc, on intègre à partir de cette année des éco-gestes liés aux déchets, aux gestes de tri et à la prévention, à la réduction en amont de la production de déchets, bien sûr, par toutes ces activités d'économie circulaire. Le dernier pilier, c'est le financement avec un programme de subvention qui permet d'aider à l'investissement pour des nouvelles technologies ou pour des changements de comportement. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. 4 minutes ? Encore une minute. Une minute pour conclure. Voilà, donc énormément de projets lancés, énormément de projets qui aujourd'hui sont déjà opérationnels vis-à-vis des grandes entreprises, vis-à-vis du segment immobilier, vis-à-vis des particuliers, des collectivités également, avec des accompagnements individualisés, aussi bien sur la partie efficience énergétique que sur la partie déchets et économie circulaire, donc qui intègrent tous les aspects autour de l'alimentation, autour de la construction durable, autour de nos nouveaux modèles de consommation, puisque c'est fondamental, à tous les niveaux, au niveau des décideurs, au niveau des chefs d'entreprise, au niveau des élus des communes, et puis au niveau des particuliers et des jeunes, puisqu'on intervient aussi dans les écoles. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Pascal, pour cette intervention qui a pu nous donner une vision globale de l'économie circulaire, de comprendre en quoi c'est une approche systémique, mais en même temps un outil pratique, en fait, une façon de consommer qui peut s'appliquer à tous les niveaux et qui surtout peut aussi impliquer tous les acteurs. Maintenant, nous allons continuer avec la seconde partie de cette soirée. Ce sera donc une table ronde. J'aimerais inviter les intervenants et l'intervenante à me rejoindre ici sur scène pour cette seconde partie. À la fin de cette seconde partie, il y aura aussi un moment plus interactif où vous pourrez poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à les noter tout au long de la table ronde. Alors, je suis très heureuse d'accueillir ici à ma droite Robert Stittelmann, qui est cofondateur de La Manivelle, bibliothèque d'objets. Robert est aussi membre du comité de la Chambre d'économie sociale et solidaire après Genève. Il a été le lauréat de l'incubateur économie circulaire Impact Hub en 2019 et pour La Manivelle, il a été soutenu par Ginov. Il a aussi reçu la mention du canton en développement durable. Alors, bienvenue. J'ai ici à ma gauche Marion Schupp, qui est directrice de l'investissement chez Quadia, spécialisée dans la chaîne de valeur agroalimentaire dans le secteur textile et des emballages. Elle est aussi membre du conseil d'administration de Make Sense, qui est une organisation qui promeut et co-crée de l'innovation sociale et environnementale. Et finalement, à ma gauche, j'ai Laurent Madère, qui est chargé de la transition économie circulaire pour CET, Circular Economy Transition. Il est aussi assesseur de la certification Cradle to Cradle, qui est la première certification de circularité au monde. Il est aussi professeur de durabilité à l'université Soumas, mais il n'est pas seulement un intellectuel, il a aussi œuvré dans l'industrie pendant 30 ans. Donc, il est un homme de terrain aussi.
Donc, la table ronde va surtout nous faire découvrir en fait comment est-ce que l'économie circulaire prend vie à différents niveaux et à travers différentes initiatives, de différents types d'acteurs aussi, de différents secteurs. Donc, on essaie d'avoir un regard systémique sur cette approche. Alors, la première question s'adresse à vous trois. Et je me demandais, en fait, qu'avez-vous vu dans le concept ou dans la notion d'économie circulaire qui vous a fait vous intéresser à cette thématique et surtout à décider de prendre action? Oui, oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à œuvrer dans ce domaine et quel défi principal avez-vous vu aussi? Alors, pour mon cas, c'est donc en partie mes études. J'ai fait ingénieur en environnement, donc j'ai pu voir scientifiquement tous les dégâts, en tout cas sur la biodiversité et l'environnement. Et c'est clairement suite à mes études que cette thématique, vraiment, que j'ai pris cœur à cette thématique. Et je pense aussi, un aspect, c'est que je suis né et grandi en Amérique centrale. Et je pense que de voir le contraste d'opulence entre l'Europe et la simplicité là-bas, je pense que ça a inculqué en partie des valeurs de sobriété. Donc, et puis pour le défi, je pense que Madame Lestrade l'a évoqué, on consomme juste beaucoup trop et on est en situation d'urgence. Et donc c'est vraiment l'avenir de nos enfants et de l'humanité qui est en jeu. Donc je pense que c'est un défi qui est assez clair. Merci. Merci. Nous, chez Quadia, qui est une société d'investissement à impact investing, en fait, on voit l'économie circulaire dans un ensemble plus grand qu'on appelle l'économie régénératrice. C'est une économie qu'on définit non seulement comme circulaire, mais aussi comme locale, collaborative, fonctionnelle et de manière générale biomimétique. Donc le but de cette économie régénératrice, c'est de nous permettre de continuer à créer de la valeur pour tous, de la valeur économique, mais aussi sociale et environnementale. Et on parlait tout à l'heure des limites d'une planète. L'idée de cette économie régénératrice, c'est de continuer à créer de la valeur tout en respectant ces limites naturelles d'une seule planète. Donc nous, on va chercher à investir dans des entreprises qui ont le potentiel dans leur plan, dans leur modèle d'affaires, dans leur mission et dans leur vision des secteurs dans lesquels elles sont actives, de contribuer à cette économie régénératrice, notamment en appliquant des modèles de production et de consommation circulaire. Et ce qu'on trouve aussi intéressant dans l'économie circulaire, c'est qu'on n'est plus dans le développement durable qui a été longtemps vu comme une contrainte, notamment par les entreprises, comme un coût supplémentaire et dont les entreprises, beaucoup ont été réfractaires à adopter ces principes de respect de l'environnement, respect des humains, parce que le développement durable a été vécu comme un coût, une contrainte. Aujourd'hui, on a l'impression que dans cette économie circulaire, les entreprises voient plus des opportunités. Et nous aussi, on voit des opportunités dans cette économie circulaire. Aujourd'hui, il y a cette urgence climatique, environnementale. On sait que seulement 9% de toutes les ressources naturelles extraites restent dans une économie circulaire. Donc il y a plein d'opportunités parce qu'il reste 91% des matières. Donc nous, on l'aborde comme une opportunité. Et c'est ça aussi le challenge, une opportunité pour changer les choses et contribuer à transformer le système dans lequel on est et qui va au mur écologique dont Robert parlait. Merci. Alors, comment est-ce que je me suis retrouvé à travailler au sein de Circular Economic Transition pour une transition vers une économie circulaire? Je suis venu à l'économie circulaire il y a une dizaine d'années. J'ai travaillé dans le textile, j'ai travaillé pendant 20 ans dans le textile. Et pendant 20 ans, je travaillais effectivement dans une logique, j'essayais de développement durable.
Et j'ai eu la chance de faire une évaluation des principes d'économie circulaire en 2009. C'était ma première fois que j'entendais parler d'économie circulaire. Et finalement, si je regardais du point de vue vraiment pragmatique, du point de vue du textile, je me rendais compte que ça faisait des années qu'on essayait de réduire un peu les impacts. On réduisait un petit peu la quantité d'eau, on réduisait un petit peu quelques impacts, on améliorait sensiblement les conditions de travail. Mais finalement, entre 2000 et 2015, on a plus que doublé la production textile mondiale. Donc si vous divisez, si vous améliorez de 5-10%, vous réduisez quelques impacts et qu'on double la production, à la fin, on se retrouve quand même avec un bilan qui n'est pas extraordinaire. Et on commençait à voir arriver les histoires, enfin les concepts de déchets et de recyclage. Et de nouveau, le textile se recycle très mal. Et quand j'ai eu la chance de voir ces principes d'économie circulaire qui étaient vraiment, premièrement, d'avoir cette approche systémique, c'est-à-dire qu'on a un problème qui est global dans une industrie, mutualiser les problèmes pour les résoudre ensemble, prendre les problèmes au départ, c'est-à-dire changer déjà les intrants, changer ce qu'on met dans le textile à la base, et du coup aller vers une économie de la qualité qui fait qu'à la fin, on va pouvoir ralentir l'extraction des matières ou la production de matières pour arriver à quelque chose qui est économiquement viable, effectivement, et qui va au-delà de ce qu'on a pu avoir dans notre tentative de réduire quelques impacts tout en multipliant par 2 la production. Merci beaucoup, Laurent. J'aimerais maintenant pouvoir approfondir sur certains thèmes clés qui ont été évoqués. Alors, je vais continuer avec des questions individuelles. Premièrement, en m'adressant à toi, Robert, comment est-ce que l'économie circulaire se heurte-t-elle aux normes culturelles et sociales de notre société? Alors, c'est un peu le constat du projet de la manivelle, c'est de se dire que notre fonctionnement dans notre société de consommation, il est un peu basé sur 2 principes. Ça, c'est notre pensée à la manivelle, c'est que c'est basé sur l'individualisme et sur le consumérisme, la consommation. Et donc ça, c'est culturellement, on a la société occidentale depuis 1, 2, 3 siècles, qui est vraiment basée sur la propriété privée, et la réussite de l'individu par tout simplement l'accumulation soit d'argent, soit de biens. Et donc voilà, c'est un fait dans notre société, quand on possède des choses, on a réussi socialement. Et pour nous, c'est le postulat de base qui mène au problème actuel. Et donc, en effet, on a confronté un vrai problème, même si maintenant on a envie de changer les choses. On a tous cet héritage de lois, de fonctionnement et d'habitudes qui est très difficile, et c'est un peu notre défi à la manivelle au quotidien, c'est de changer tout simplement l'idéal et les habitudes des gens. Et on voit que même pour des gens convaincus, c'est très compliqué. L'être humain se base, et c'est la sécurité de l'humain depuis des milliers d'années, de fonctionner par répétition et d'avoir des habitudes. Et donc, même parmi les gens qui sont abonnés à la manivelle et puis qui sont convaincus, ils oublient tout simplement de regarder sur le catalogue quand ils ont envie ou besoin d'un objet. Donc voilà, pour nous, les réflexes et les habitudes sont un vrai challenge culturel à l'économie circulaire. Et je pense qu'on peut élargir au-delà du simple prêt d'objets à la consommation alimentaire, à la consommation de vêtements, à la manière dont on place notre argent. Donc pour nous, c'est vraiment au cœur de cette thématique. Je le répète, parce que c'est important. Les habitudes et le changement d'habitudes sont centraux pour changer ce cycle. De par ton expérience, qu'est-ce qui est la manière la plus efficace de changer ses mentalités et de changer ses habitudes? Parce qu'on sait c'est difficile, mais qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui a réussi selon ce que tu as pu observer? C'est une très bonne question, merci. Effectivement, la solution pour moi, elle est tout simplement d'offrir une solution.
Et c'était le cas jusqu'à 1 an et demi. Ben voilà, il y avait un peu des sociétés de location, mais il n'y avait pas de structure qui recrée en fait un bien commun, donc ces bibliothèques d'objets. Et c'est un modèle qui existe un peu dans d'autres pays, qui se développe. Et donc, tout simplement, même moi, avant, j'avais plein d'objets, j'adore bricoler, mais il n'y avait pas une structure qui facilitait ça. Et donc, je pense que tout simplement, le meilleur moyen pour inciter les gens à changer de comportement, c'est de leur offrir une solution facile et concrète. Ça ne sert à rien de culpabiliser. Et donc, nous, c'est un peu notre attitude. On ne va pas dire arrêter de consommer ou arrêter de ci ou arrêter de ça. On dit juste, ce qu'on fait, c'est cool, c'est pratique. Et puis les gens viennent, et puis parce que c'est pratique. Donc on n'est pas dans cette culpabilisation. Et effectivement, des solutions comme Sipi qui fait du troc d'habits, qui est tout simple. Voilà, on vient, on pose des habits qu'on n'a plus envie, qui sont encore en état, on les récupère. C'est tout simple, c'est pas culpabilisant et c'est très pratique. Donc tu dirais que de manière générale, les gens cherchent simplement à satisfaire leurs besoins de la manière la plus simple et pratique possible. Malheureusement, oui. On est tous soumis à des contraintes de temps, d'argent, de famille, de subvenir à nos besoins. Et donc, on doit, dans le monde d'aujourd'hui, faire au plus simple et avoir notre sécurité humaine. Tout à fait. Merci. J'aimerais me tourner maintenant vers Laurent pour nous parler un petit peu plus des modèles d'affaires. Quels sont donc ces modèles d'affaires qui permettraient ou qui favoriseraient une économie circulaire tout en permettant une rentabilité et une viabilité économique aussi? Alors, pour répondre à ça, premièrement, il faut bien voir qu'aujourd'hui, l'économie qui prévaut, une économie linéaire, qui est une économie qui est basée sur la fréquence de vente, quelque part. C'est acheter à bas coût, vendre avec la plus grosse marge et répéter l'opération le plus souvent possible. Ça, c'est les principes de l'économie linéaire, mesurés en général par le PIB, à savoir que tout ce qu'on consomme. D'accord ? Donc, quand on parle généralement de modèle d'affaires, là, on est dans un modèle d'affaires aujourd'hui qui prévaut d'un modèle complètement linéaire, qui est basé sur la fréquence de vente. Si on veut regarder au niveau mondial, on sait que la demande en utilisation va augmenter. Moi, j'ai été pendant très longtemps en Chine, en Inde et tous les pays producteurs de textiles. On se rend compte que dans des pays comme la Chine, 1,5 milliard d'habitants, l'Inde, 1,3 milliard d'habitants, on a généralement un standard de vie qui monte, avec des gens qui ont envie d'avoir accès à un certain nombre de biens. Donc la demande va continuer à augmenter. Comme ça a été dit au préalable, la demande qui augmente avec notre modèle d'aujourd'hui fait qu'il nous faut 4-5 planètes en termes de ressources, ce qui n'est bien évidemment pas possible. Donc comment est-ce qu'on sort du discours de croissance, décroissance, économie, développement durable? Eh bien, il faut revoir les modèles d'affaires, il faut changer les modèles d'affaires. Comment est-ce qu'on peut réfléchir, comment est-ce qu'on peut transformer, et là, la manivelle est un bon exemple, comment est-ce qu'un consommateur peut devenir un utilisateur? Donc, quand on parle d'utilisation, en termes, on réfléchit plus en consommation, mais en utilisation, on se rend compte que l'économie circulaire va pousser les industries à produire de la qualité. On va réduire la quantité, produire moins, mais produire beaucoup mieux, produire des choses qui durent beaucoup plus longtemps, qui sont réparables, et in fine, on sort de ce principe ou de ce cercle infernal qui est la recherche du bas prix. À partir du moment où on travaille sur de la qualité et de l'utilisation, on sort un peu de cette obligation d'être le moins cher possible. Donc, les modèles d'affaires qu'on aimerait mettre en place et qui se mettent en place en économie circulaire, c'est un modèle d'affaires sur lequel on va plutôt facturer des services ou on va facturer de la performance. Ça ne va pas fonctionner pour tous les biens de consommation, mais il y a un certain nombre de biens de consommation qu'on n'a pas besoin d'être propriétaire. Si je prends un exemple d'une machine à laver, je n'ai jamais invité personne à la maison en disant viens, il faut que je te montre quelque chose, j'ai une nouvelle machine à laver, tu verras, elle est terrible. Ce que je veux, c'est quelque chose qui fonctionne, et quelque chose qui fonctionne le plus longtemps possible. Quelque part, je n'ai pas besoin d'être propriétaire, je veux juste un système qui fonctionne, je veux du linge propre. C'est ce qu'on appelle l'économie de la performance, où on achète, où on paye, où on facture plus de la performance qu'un objet. Et plus on va aller vers une économie de la qualité
plus on va aller vers l'économie de la performance, plus on va sortir de ce diktat du prix bas, donc produit très 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 loin, pour revenir à des choses beaucoup plus qualitatives avec cette notion qu'on aime mettre en place de réparabilité, de longévité, et d'avoir une communication qui va plus sur un produit et puis un prix bas, mais un produit et le nombre d'heures d'utilisation garantie. Et finalement, si on arrive à transformer l'économie en une économie basée sur la facturation de services ou de performance, on va diminuer passablement l'utilisation des ressources. On va sortir pour cela de cette notion que j'entends beaucoup trop souvent encore dans les écoles de supply chain pour une notion de value chain, des chaînes de valeur et non plus des chaînes d'approvisionnement, parce que du coup, on doit inclure tous les maillons de la chaîne, y compris le consommateur, qui doit lui-même aussi faire un effort de réfléchir à sa propre consommation et de se dire est-ce que je peux emprunter, louer, ça peut être des échanges économiques ou non économiques, est-ce que je peux emprunter ou louer une perceuse parce que je fais des travaux chez moi un dimanche plutôt que de vite aller en acheter une parce qu'aujourd'hui on peut acheter une perceuse à 19,90 €. C'est aussi cette transformation sociétale de se dire qu'on peut mutualiser un certain nombre de biens et donc plus avoir accès à de la performance de choses de qualité plutôt qu'une grosse quantité de choses de basse qualité. Donc c'est un peu vraiment essentiel si on parle de modèle d'affaires. Si on ne change pas les modèles d'affaires et qu'on change un petit peu la conception puis qu'on améliore un tout petit peu le recyclage, on va pas arriver, en tout cas pas, à rentrer dans les accords de Paris et de ce qu'on a envie de faire en termes d'économie d'énergie et de ressources. Et selon ce que tu as pu observer, Laurent, est-ce que ce changement est mené plutôt par le côté de la demande ou le côté de l'offre? Alors ça, c'est toujours le syndrome de la fraise du mois de décembre. Je n'ai pas la réponse à ça, mais quand on écoute les grands distributeurs, ils disent on met des fraises en hiver parce qu'on nous le demande, et le consommateur dit j'en achète parce qu'elles sont disponibles. Donc je crois pas à dire c'est lui le méchant ou c'est lui le méchant. Je pense que collectivement, et une approche systémique de se dire il y a des initiatives comme la manivelle, il y a des initiatives de choses où on peut louer, où il y a des échanges économiques. Si plus de consommateurs deviennent des utilisateurs, ça va aussi mettre la pression sur les industriels qui vont peut-être revoir. Mais qui doit commencer? J'ai envie de dire tout le monde. Voilà. Moi, je ne suis pas pour dire c'est lui ou c'est lui. Je pense que globalement, chacun a son rôle à jouer pour changer notre économie. Et que ça peut venir d'initiatives comme la manivelle ou que ça peut venir d'une entreprise. On a vu la semaine passée, qui était assez intéressant, de voir qu'IKEA ouvrait son premier magasin de seconde main. Pensez qu'un magasin comme IKEA, qui n'a pas vraiment un modèle d'affaires à la base, qui est basé sur l'économie circulaire, tout d'un coup se dit il y a un marché de seconde main, on va ouvrir une énorme salle en vendant que des produits de seconde main. Donc c'est preuve que ça marche dans les deux sens et que je n'ai pas la réponse de qui doit commencer. Merci. Et si on se plonge encore plus au niveau du secteur privé, Marion, à quelle vitesse est-ce que le secteur privé est-il en train d'adopter ces nouveaux modèles d'affaires et quels sont, selon toi, les freins et les leviers? Alors, à quelle vitesse exactement, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que le secteur privé, et notamment les grandes entreprises, Laurent parlait d'IKEA, commencent à adopter ces modèles. Ça fait déjà quelques années qu'on voit des entreprises comme Seb, Michelin, Xerox, qui ont essayé de mettre en place des modèles d'affaires circulaires, mais pas sur tout leur business, seulement sur des lignes d'activité. Ils ont commencé par là. Ils ont montré aussi que ça marchait. Et je pense que c'est aussi un exemple, un déclencheur pour accélérer cette adoption par le secteur privé de ces modèles d'affaires, de montrer que c'est possible, même si c'est en commençant par des lignes d'activité spécifiques. Je pense que le secteur privé, on parlait de qui doit commencer en premier. Je pense que c'est aussi là que le secteur public intervient pour accélérer l'adoption du secteur privé, et on le voit notamment avec l'Union européenne qui adopte dans ses nouveaux plans économiques
qui adopte des mesures pour accélérer et pousser le secteur privé à adopter des modèles d'affaires autour de l'économie circulaire. Il y a dans le Green Deal de l'Union européenne, il y a un Circular Economy Action Plan. Au niveau des États, on a déjà vu des États, la France, le Royaume-Uni, qui ont adopté des mesures dans des secteurs spécifiques autour du gaspillage alimentaire, autour des déchets textiles, qui poussent le secteur économique à adopter des nouveaux modèles. Donc, je pense que cette prise de conscience du consommateur, qui se traduit aussi par des nouvelles mesures publiques, accélère cette adoption dans le secteur privé. Je pense aussi que les grandes entreprises, on parlait d'IKEA, mais tous ces grands leaders nationaux ou internationaux qui ont une emprise sur certains secteurs, comme elles sont dans ces chaînes de valeur linéaires, dans ces business models linéaires, aujourd'hui, et ce qui est un frein à l'adoption, c'est qu'on a des systèmes qu'il faut changer, qu'il faut transformer. Donc, il faut toujours un élément qui vient disrupteur, en fait, pour changer ces chaînes. Et elles n'ont pas forcément la capacité, ces entreprises, de le faire toutes seules. Elles ont besoin d'innovations qui viennent d'acteurs peut-être plus petits, mais d'acteurs qui ont la capacité d'innover avec des nouveaux modèles d'affaires et qui vont permettre cette convergence, qui vont permettre cette transition en offrant des services circulaires à ces grandes entreprises qui vont avoir un impact plus important sur un secteur. Je ne crois pas qu'une petite marque, pour prendre un exemple, une petite marque dans le textile qui va avoir un modèle totalement circulaire, mais qui va être très local, avec très peu de consommateurs, va changer les choses. C'est très important qu'elle existe et qu'il y ait des initiatives pareilles, mais je pense que l'impact est beaucoup plus limité que pareil, je vous donne un exemple qui est pas réel, mais qu'une entreprise comme Inditex devienne demain totalement circulaire. L'impact est énorme par rapport au nombre de consommateurs et au volume produit. Donc je pense que l'émergence aussi de start-up innovantes qui créent de l'innovation va permettre, si elles arrivent à l'échelle de pouvoir travailler avec les gros leaders des industries, va permettre de vraiment transformer les secteurs et d'accélérer l'adoption de ces modèles à des échelles internationales et plus importantes. Et les freins, on les a mentionnés, mais changer tout un business model qui est profondément ancré dans l'économie, dans une chaîne de valeur linéaire ou dans une économie linéaire, ça demande de changer la manière dont on mesure la création de valeur, ça demande de changer les systèmes de comptabilité, ça demande de changer comment on gère la logistique. Donc c'est pas seulement rajouter une nouvelle activité circulaire à son business model, c'est changer tout le business model. Et ça prend du temps. Merci beaucoup. Alors, dans ce que tu as pu dire, ça a beaucoup évoqué chez moi la notion d'innovation sociale, donc de dire que finalement, il y a tellement de choses à changer qu'il faut d'abord collaborer à l'interne et à l'externe aussi, tout autour de cette chaîne de valeur et finalement changer nous-mêmes aussi la façon dont on pense pour pouvoir changer tous ces systèmes. La troisième question que j'ai pour vous tous va dans ce sens. Si on comprend bien, donc l'économie circulaire est à la fois bénéfique pour l'économie et l'écologie. Alors, comment pouvons-nous décloisonner les mouvements et créer des ponts et des liens justement entre les petits et les grands, entre l'industrie et la société civile, entre les gouvernements, les politiques publiques et les entrepreneurs, par exemple. Et je laisse ouvert à la discussion.
Tout à l'heure, je parlais de SEB ou de Michelin qui ont appliqué à petite échelle des programmes d'économie circulaire, enfin pas à petite échelle, mais des programmes d'économie circulaire sur des lignes d'activité spécifiques, mais qui ont aussi montré l'exemple, montré que ça marchait. Je pense que plus on aura de cas de réussite dans le secteur économique d'entreprises qui sont dans des chaînes de valeur, qui ont créé des chaînes de valeur circulaires et des modèles d'affaires circulaires, plus on verra que ces principes et ces modèles d'affaires ils créent non seulement de la valeur sociale et environnementale, créent de l'impact positif au niveau social et environnemental, mais qui créent aussi de la valeur économique. Et on le sait, il y a plein d'études qui le démontrent. Plus on aura d'exemples comme ça, plus ça attirera. Mais je pense aussi que dans des moments comme aujourd'hui, où on a une crise sanitaire qui a provoqué aussi une crise économique dans plusieurs secteurs, et par exemple le secteur textile que Laurent évoquait, ça a mis en exergue des problèmes qui existaient déjà dans la chaîne de valeur. Et on a vu des entreprises avec des business models circulaires qui ont prouvé leur résilience, qui ont prouvé la création de valeur économique qui était possible avec ces business models et qui apportent aujourd'hui des solutions à des entreprises qui sont en difficulté parce que leur business model, parce que leur modèle d'affaires est en difficulté à cause des effets néfastes de modèles linéaires, des effets néfastes au niveau social, environnemental, mais aussi économique. Donc c'est en voyant aussi le succès de ces entreprises que l'adoption se fera par les petits, donc les petites startups, les petites entreprises, mais aussi par les gros, qui vont devoir changer leur modèle. Merci. Oui, moi je crois qu'on a fait pas seulement d'études. Moi j'ai participé à énormément d'ateliers sur différentes thématiques depuis 10 ans. Et finalement, les études maintenant sont claires. On se rend compte qu'en passant d'une économie linéaire à une économie circulaire, on réduit de 2/3 les gaz à effet de serre. Donc ça, c'est plus à démontrer. J'ai participé à des ateliers de plusieurs jours, des marathons sur l'emploi. On a vu que l'économie circulaire, de par le fait qu'on réintroduit de la réparabilité, qu'on réintroduit des activités qui ont disparu, est plutôt favorable à l'emploi. On sait qu'au moment où on sort de la thématique du prix le moins cher, on va vers des choses un peu plus locales. Donc maintenant, je pense que la grande question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à accélérer cette transition. Je pense que la réponse, c'est la peur. On part dans quelque chose qui est inconnu, l'inconnu fait peur. Effectivement, quand on prend le secteur des PME aujourd'hui, elles ont une vision qui est à demain matin ou à la fin du mois, alors que l'économie circulaire demande un peu d'investissement et demande d'avoir une vision sur du long terme. Donc on est dans un climat aujourd'hui économique extrêmement difficile qui ne favorise pas un changement aussi radical. C'est pour ça que je pense que maintenant, j'espère au moins que cette crise, on se rend compte qu'on est quand même passablement dépendant en termes de ressources, et que certaines personnes se sont rendues compte à quel point des métiers étaient importants, qu'on revalorise les métiers manuels, qu'on revalorise les métiers qui sont liés justement à la réparation, à l'entretien, et qu'on arrive à construire une économie, qu'on arrive à faire ce passage vraiment. Hein, le titre était de la théorie à la pratique, que vraiment maintenant on mette en pratique tout ce qu'on a appris et qu'on sait possible, aussi bien du côté économique que écologique. Merci Laurent. J'aimerais aussi réinviter Pascale à nous rejoindre pour cette discussion parce que je crois qu'elle a des choses à apporter aussi à ce niveau-là. Et je laisse la discussion se poursuivre. Alors, pour aller dans le sens de ce qui s'est dit et de ses conclusions, on lance à l'échelle du Grand Genève, donc Genève, le canton de Vaud et la France voisine, un vaste projet qui a pour objectif la création de valeur dans l'économie et donc le développement de l'économie circulaire avec un angle vraiment économique de réduction et de suppression des fuites économiques, c'est-à-dire de promotion de l'économie locale circulaire par la réimplantation de la production de biens et services au niveau local pour diminuer nos importations.
Et ça, c'est un vaste projet qui s'appuie en effet sur les études actuelles, sur un diagnostic, mais qui va surtout aboutir à réunir autour de la table toute une série d'acteurs de tous les niveaux, niveau politique, niveau économique, niveau social, associatif, pour se mettre en ordre de marche ensemble afin de redonner de la valeur, de créer de la valeur économique avec l'économie qu'on peut développer localement, durablement et avec nos moyens. Si je peux juste donner une petite anecdote par rapport à la première question qui avait été posée à Robert, comment on arrive à changer? Et chacun de nous, on se pose vraiment la question. Il y a une méthode redoutable que j'ai testée sur moi-même en tant que particulier et consommatrice, c'est la méthode Bisou. Je vous invite à aller la voir sur Internet. Grosso modo, dès que vous souhaitez faire un acte d'achat ou d'acquisition, vous appliquez la méthode Bisou et après, vous n'achetez plus rien, vous ne consommez plus. Ça, c'est redoutable. Bisou, c'est d'abord se poser la question des besoins, de l'immédiateté de notre besoin et de notre achat. Est-ce qu'on n'en a pas un similaire? Est-ce qu'on peut le trouver d'occasion et où il est produit? Et est-ce qu'il est vraiment utile? On pourrait même rajouter un F à cette méthode, Bisouf, en disant est-ce qu'on ne peut pas le fabriquer nous-mêmes ou le réparer? Ça, c'est pour la petite anecdote de fin. J'avais envie de rebondir un peu sur ce qui avait été dit. Je pense que c'est important d'apporter un point de vue peut-être personnellement un peu plus politique, on va dire, qui est qu'on a beau changer notre modèle d'affaires, il y a un vrai problème qui est dans le cadre actuellement de l'économie et de notre société. Si on ne change pas les règles, si on peut toujours trouver des perceuses à 30 francs neuves, et que la réparer, ça coûte 150 francs, on ne s'en sortira pas, même si on réinvente tous les modèles d'affaires qu'on veut. C'est peut-être mon point de vue, je pense que les consommateurs ont plus de poids dans ce changement, et c'est bien parce que nous, ici, et d'autres, changent leurs pratiques et leur consommation, que les entreprises réagissent. Donc ça, c'est un point de vue qui m'est propre, mais que j'avais envie de vous partager. Et je pense qu'on a une vraie responsabilité, autant dans nos actes de consommation. Si IKEA change, c'est pas juste parce qu'ils ont trouvé ça chouette, c'est qu'il y a un marché, et c'est parce que nous-mêmes, en tant que société, on change. Et heureusement, il faut continuer dans ce sens. Et autant aussi au niveau des cadres politiques, c'est pas juste en consommant différemment ou avec un autre modèle d'affaires que les entreprises adaptent qu'on peut changer. On a des règles du jeu qui sont quand même qui favorisent en fait cette économie linéaire et le capitalisme qui fait que les matières transitent à travers tous les continents. Donc on a des règles du jeu qui sont quand même assez faussées. Et donc là, on a une responsabilité en tant qu'individu citoyen politique que les entreprises n'ont pas de changer ces règles du jeu. Donc voilà, c'était un apport que j'avais envie d'apporter. Merci à tous et à toutes pour cette discussion fort intéressante et éclaircissante. Alors, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est ce qui peut vraiment créer des ponts, des liens et décloisonner les mouvements et faire en sorte qu'on puisse avancer de manière collective, de façon plus accélérée, c'est les histoires à succès. Parce que ça motive les gens, ça donne une vision qui est attirante, attrayante, qui donne de l'espoir et qui donne envie, en fait, d'agir. Donc moi, c'est vraiment ce que je retiens principalement. Un autre point aussi, ce qui a trait à la revalorisation des savoirs, des connaissances, pour pouvoir justement faire en sorte qu'on puisse consommer de façon plus intelligente et plus saine. J'aimerais maintenant vous donner la parole à vous, cher public. On a encore une quinzaine de minutes pour des questions. Il y a Fabrice, qui va passer dans la salle. On va prendre, disons, 4 questions. Donc, dites à qui est-ce que la question s'adresse. Et puis,
On va prendre 4 questions comme ça et ensuite on va y répondre une à la suite de l'autre. Oui, bonjour. Merci pour ce débat très intéressant. J'avais une question, alors je vais peut-être la poser à Robert. Je voulais savoir si le Covid et le confinement avaient participé à changer un peu l'état d'esprit des gens. Parce que comme ils ne pouvaient pas aller acheter leur perceuse, est-ce qu'ils sont allés voir leurs voisins? Est-ce que du coup, voilà, est-ce que ça a changé quelque chose? On va prendre toutes les questions et après on va tout y répondre. Juste ici, de ce côté. Oui, merci pour vos interventions. Sur le plan purement politique, on n'a pas parlé de la volonté politique pour imposer un modèle ou pour inciter un modèle. Est-ce qu'il y a des références en la matière? Je représente l'association contre l'obsolescence programmée en Suisse. On demande une base légale, il n'y a rien qui se passe, mais également par rapport à l'économie circulaire, par rapport aux indices de réparabilité des produits, toujours rien. Également par rapport à la durabilité, toujours rien. Donc, qu'est-ce qui se passe? La marche pour le climat n'a eu aucun effet sur nos politiques? Votre question s'adresse-t-elle à quelqu'un en particulier? Qui a envie de répondre? Et il n'y en a pas aujourd'hui autour de la table, mais peut-être Monsieur Meder qui a peut-être le contexte un peu plus global sur le plan institutionnel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, merci pour cette intervention. J'ai l'impression que dans l'économie circulaire, il y a un peu comme 2 marchés qui se développent, entre guillemets. Il y a effectivement le marché d'objets qu'on peut réutiliser, qu'on peut faire revivre, mais au niveau d'économie, j'ai l'impression qu'on perd un peu, au niveau de la valeur, que c'est une économie qui est moins grande pour soutenir entre guillemets, le pays et la relance. Et puis d'un autre côté, on voit plein de start-up qui créent des nouveaux projets de recyclage de déchets, mais on reste de nouveau dans la consommation et pas dans l'utilisation. Du coup, d'un côté, il y a un marché de super projets. Moi, je trouve ça très intéressant au niveau du tri des déchets, de créer des nouveaux systèmes avec de la fibre d'ananas ou je ne sais pas, j'ai encore vu qu'on pouvait créer dans la mode de la fibre de lait ou du lait qui est traité pour faire du tissu. J'ai encore vu ça dernièrement. Donc du coup, il y a un marché qui se développe sur, on va dire, dans l'innovation, tri des déchets, mais c'est encore de la consommation. Et d'un côté, on est dans l'utilisation de seconde main qui, comme disait monsieur, il y a eu le problème du Covid qui a un peu, à mon avis, impacté ce marché-là, qui est plus dans le déconsommation. Donc voilà, c'est un peu ma question au niveau de l'économie circulaire, parce qu'on est d'accord qu'il y a un peu 2 écoles, entre guillemets, qui se développent actuellement pour trouver des solutions. Et voilà. Merci beaucoup. On prend encore une dernière question. Merci pour le débat et la discussion. Une question peut-être plutôt pour Marion Schoup. Je me demandais en fait dans quelle mesure l'économie circulaire s'implique et est cohérente avec le système capitaliste qui domine encore. Surtout, je pense par rapport au système innovant pour les grandes entreprises qui peuvent vraiment changer les secteurs. Mais dans quelle mesure le fait que ce soit quand même des actionnaires qui soient dans le lead, dans la direction des business models des grandes entreprises, des grands secteurs, est-ce que ça freine quand même, je pense, beaucoup le développement de ces systèmes innovants pour avoir en fait un changement sociétal plus rapide grâce à l'économie circulaire qui serait en fait finalement quand même imbriquée
dans un système plus global quand même dirigé par les actionnaires et ouais, dans quelle mesure est-ce que c'est cohérent? Est-ce qu'il faudrait changer le système? On dit souvent ça, ou vous voyez un peu ce que je veux dire. Merci. Merci. Alors, Robert, par rapport à la crise du Covid et l'impact sur les habitudes de consommation. Oui, merci. Alors, donc, il faut savoir que nous, on a fermé à peu près 1 mois et demi et on a pu réouvrir assez tôt parce qu'on s'est auto-considéré comme magasin de bricolage, ce qui était une priorité en Suisse, qu'on a ouvert fin avril. Ce qu'on a pu constater, c'est très simple. Bon, on a démarré notre activité il n'y a vraiment pas longtemps, il y a 1 an et demi. Et on a fait environ 2000 prêts entre janvier 2019 et mars 2020. Et puis là, depuis l'ouverture en mai, on est à plus de 4000, 4005 presque. Donc on a doublé, plus que doublé sur quelques mois. Donc en tout cas, ça c'est le premier constat qu'on fait, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent emprunter. On n'a pas forcément doublé le nombre de personnes qui viennent, de membres. Et ça, pour nous, c'est vraiment un autre signe intéressant, c'est que les gens qui s'inscrivent prennent du temps à prendre le pli. Et ça confirme ce qu'on disait, c'est-à-dire que plus le temps passe, plus ils s'habituent à venir, à tester des choses, à emprunter plus d'objets. Donc nous, personnellement, on n'a pas vraiment vécu la crise Covid. Les gens font toujours des choses, heureusement. Et puis, au contraire, alors, je ne sais pas si c'est le Covid ou d'une manière générale, le mouvement de sensibilisation et de prise de conscience écologique. Et puis, je pense que je peux remercier aussi Marie Kondo, clairement, qui fait que les gens se débarrassent de plus en plus de choses et qui réalisent qu'ils n'ont pas besoin de tout ça. Et je pense qu'on a différents éléments qui font que la société prend conscience et effectivement nous contactent, nous font des dons, viennent de plus en plus. Donc je pense que pour nous, et d'une manière générale pour la société, le Covid nous fait réfléchir. Ça, c'est une réalité. Et je pense que ça peut que faire du bien de réfléchir. Réfléchir à justement notre héritage et nos modèles. Et donc pour nous, plutôt positif, a priori. Merci. Ensuite, la seconde question qui avait attrait aux politiques. Oui, politique. Il faut voir quand il y a différents rythmes dans la société. Il y a le rythme des gens qui demandent des changements. Il y a le rythme de l'industrie, puis il y a le rythme politique, qui effectivement ne sont pas des rythmes qui vont à la même vitesse. Au niveau politique, je suis d'accord avec vous. On se rend compte qu'on a besoin de beaucoup plus de décisions. En même temps, il y a quelques années, l'économie circulaire ne faisait même pas partie de l'agenda politique. Aujourd'hui, que ce soit sur le site de la Confédération ou sur la Commission européenne, on retrouve clairement une prise de position en faveur de l'économie circulaire. Ça ne veut pas dire que ça va arriver demain matin, mais au moins c'est un progrès, ça fait partie de l'agenda politique. Dans notre initiative sur la transition, on travaille avec un partenaire qui est Sanu Duervelitas, qui eux sont en permanence en train d'écrire des recommandations politiques. Donc on pousse dans ce sens-là. Moi-même, j'ai des rendez-vous aussi avec des différents partis politiques pour essayer d'inclure l'économie circulaire dans nos réflexions. Mais effectivement, c'est pas visible immédiatement. Donc j'espère. On sait qu'au niveau de la communauté européenne, il y a des choses quand même, une feuille de route qui se met en place dans différents secteurs. Un qui est l'électronique, où l'obligation de fournir des pièces détachées pendant 10 ans, interdire l'obsolescence programmée, pousser pour aller vraiment demander aux gens qui produisent des choses d'aller dans un modèle qui permet la réparabilité, ou en tout cas on ne planifie pas l'obsolescence. Donc ça, c'est des feuilles de route qu'on retrouve maintenant assez clairement sur le site de la Commission européenne, qui, si elles sont effectivement appliquées, on va avoir quand même des leviers politiques. Maintenant, j'ai clairement pas la réponse sur l'agenda. Il y a le Covid qui a pris un petit peu le dessus sur tous les autres débats. Enfin, tous les débats sont mis sous le tapis en ce moment. J'espère qu'ils vont être repris le plus rapidement possible et qu'effectivement, on va pouvoir avoir des choses qui soient contraignantes
soit incitative. Ça, après, chaque partie choisit ses outils. Par contre, ce qui me paraît intéressant, encourageant, c'est qu'avec l'économie circulaire, on arrive quand même à sortir du clivage complètement gauche ou droite. Il y a les partis et les milieux économiques commencent à comprendre quand même qu'il y a des soucis de ressources, des soucis qui vont coûter très cher, que ce soit les assurances qui disent on ne pourra pas assurer un monde à plus de 2 degrés, les grands assureurs qui commencent à se dire attention, on n'y arrivera pas. Donc on a quand même bon espoir. En tout cas, moi, je continue à avoir l'espoir que des choses vont vraiment être mises en place. On sait qu'il y a en Suisse des politiciens qui sont vraiment en faveur et qui militent pour l'économie circulaire. Maintenant, encore une fois, on a un rythme politique qui fait que ça prend beaucoup plus de temps qu'on ne le voudrait. Ensuite, on a la troisième question qui avait attrait à deux tendances qu'on peut observer. La tendance de l'innovation, de nouveaux produits qui sont créés, qui sont certes circulaires, mais qui favorisent peut-être encore quand même la consommation. Et la tendance plutôt de la décroissance. Et on arrive presque à la fin de notre temps, donc on peut peut-être faire des réponses brèves là-dessus. Je ne sais pas qui aimerait s'exprimer à ce sujet. Oui, Pascal. Oui, c'est vrai que de recourir à des nouvelles technologies, à des nouveaux produits, mais qui continuent à nous inciter à consommer, ce n'est pas la solution, très clairement. On va continuer à consommer, on est obligé de le faire, mais c'est vrai que les premiers choix, ce sont des choix autour de l'économie du partage, que Robert a décrit, avec la manivelle notamment, autour de l'économie de la réparation, du réemploi, de l'allongement de la durée de vie par différentes techniques. Un exemple très intéressant, justement, sur le pouvoir des politiques publiques, c'est la ville de Paris qui impose maintenant dans ses appels d'offres 10% du total du poids des nouvelles constructions en matériaux recyclés. C'est un premier pas, 10%, on a l'impression que ce n'est pas énorme. Pour les constructeurs, c'est énorme. Et qu'est-ce qui s'est passé? À partir du moment où la ville de Paris, pour ses appels d'offres, a inclus ce critère-là, ce n'était pas compliqué de l'inclure, hein. C'était une ligne dans l'appel d'offres. Tous les constructeurs derrière se sont mis en marche pour répondre à ces appels d'offres avec ces critères. Il y a tout un écosystème de la réutilisation des matériaux de construction à Paris, du stockage des déchets de construction pour qu'ils soient réutilisés sur d'autres chantiers qui s'est mis en place. Donc le marché s'est adapté à une commande publique spécifique avec des critères d'économie circulaire. Donc il y a ce levier-là également qui peut être actionné pour aller plus vite. Merci. Et puis la toute dernière question adressée à Marion par rapport à la cohérence de l'économie circulaire au sein du système capitaliste. Bon courage. En 2 minutes. Pour essayer de répondre en quelques minutes, comme j'essayais d'expliquer, nous on croit que l'intérêt de l'économie circulaire, dans notre cadre d'économie régénératrice, il a le potentiel de créer à la fois de la valeur sociale, environnementale, donc de l'impact positif social et environnemental, mais aussi de la valeur économique, en utilisant les modèles d'affaires dont parlait Laurent. On croit qu'on peut créer de la valeur économique. Il y a plein d'exemples d'entreprises qui, avec des modèles circulaires et rentrant dans ce cadre d'économie régénératrice, qui créent de la valeur. Nous, on investit dans ces entreprises-là. Donc, il y a aussi des actionnaires qui apportent des ressources financières qui sont absolument nécessaires pour amener ces entreprises et ces projets à plus grande échelle et pour vraiment avoir la capacité de transformer des secteurs. Donc, il y a aussi des actionnaires qui croient en ça et qui investissent en ça. Et ce que je disais aussi, c'est en montrant des exemples d'entreprises qui arrivent à créer de la valeur sociale, environnementale et économique que de plus en plus d'actionnaires et d'investisseurs vont voir l'intérêt d'investir dans ces secteurs. Et je pense aussi, après, c'est peut-être un peu en contradiction avec ce que je viens de dire, mais je pense qu'un élément qui est indispensable si on veut vraiment changer les choses, c'est de changer la manière dont on mesure la valeur.
et le PIB, par exemple, est-ce que la valeur, est-ce que la création de valeur d'un pays, on doit le mesurer par le PIB? Je ne crois pas. Et c'est en changeant ces mesures de valeur qu'on changera le système économique, dans un sens. Donc voilà, je lance juste ça pour votre réflexion. Merci beaucoup. Une main d'applaudissement pour nos intervenants et intervenantes. Merci beaucoup aussi à vous, chers membres du public, de nous avoir rejoints pour ce soir. Moi, j'aimerais conclure en vous invitant au Climaton. Donc, j'avais oublié en fait de me présenter au début, mais moi, je m'appelle Erika Mazerol et je suis chargée de l'innovation sociale à Impact Hub. Et Impact Hub, nous organisons, nous facilitons des ateliers, des événements, des programmes pour soutenir l'entrepreneuriat durable. Et donc, une des choses que nous faisons, c'est justement ce Climaton qui aura lieu les 13 et 14 novembre. Ce sera 24 heures d'innovation pour créer des solutions autour des thèmes des conférences hybrides avec justement l'Université de Genève comme partenaire. Et un autre thème sera le futur de l'aviation avec l'aéroport de Genève comme partenaire. Donc, vous êtes tous invités à participer. C'est un programme d'innovation ouverte qui invite vraiment les citoyens à venir se mettre les mains à la pâte pendant 24 heures. Et dernière petite chose aussi, comme j'ai dit, on soutient les entrepreneurs à développer leurs projets durables et aussi notamment d'économie circulaire. Et pour vous montrer plus concrètement à quoi ça ressemble, on a placé juste à la sortie des fiches en fait sur des tables à la sortie de ces startups, de ces projets, avec ce qu'ils font, ce qu'ils offrent comme solution et comment vous pouvez en apprendre plus sur eux. Alors, je vous invite à prendre quelques instants à la sortie pour y jeter un coup d'œil. Je vous remercie beaucoup et vous souhaite une excellente soirée et espère vous voir ce week-end au Parc des Bastions pour le Festival Alternativa. Merci.